primordiales et où les notions que je vais aborder sont essentielles. D'abord, concernant la responsabilité intellectuelle, elle se détache et elle se différencie, et ce sera votre première ligne quand vous allez traiter d'une étude de cas de la responsabilité contractuelle. On oppose ces deux grandes responsabilités en droit civil, que sont la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Alors, a priori, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous quant à différencier ces deux types de responsabilités, en sachant que l'une prévaut sur l'autre quand il y a éventuellement la possibilité d'engager et la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle d'une des parties. Ce sera obligatoirement sur le terrain de la responsabilité contractuelle que le litige va être résolu. On ne peut pas engager la responsabilité délictuelle s'il y a une possibilité d'engager la responsabilité contractuelle. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous allez traiter d'un cas pratique, vous pouvez très bien évoquer cette première possibilité et vous orienter en fonction, bien sûr, des faits que vous aurez. C'est-à-dire de dire qu'en droit, en responsabilité civile, il existe deux types de responsabilités, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. À partir d'un moment où le litige naît d'un contrat qui existe entre les deux parties, alors ça sera obligatoirement la responsabilité contractuelle qui devra être mobilisée. Si il n'y a pas de contrat ou si le litige n'est pas lié à un contrat qui lie les deux parties, alors ce sera la responsabilité délictuelle. En une phrase, c'est fait, et déjà vous montrez à votre correcteur que vous connaissez votre cours. Ensuite, concernant la responsabilité délictuelle, il existe deux ou trois plutôt, je dirais même quatre points à savoir. D'abord, la responsabilité de son fait personnel, du fait personnel. Donc, c'est moi-même dont la responsabilité est recherchée. D'accord ? On verra ses conditions et on verra comment la démontrer. Deuxième chose, la responsabilité du fait d'autrui. D'accord ? Donc, la responsabilité va m'incomber, mais ce n'est pas moi l'auteur du fait dommageable. Dans cette catégorie-là, on va retrouver trois grandes choses. D'accord ? D'abord, la responsabilité du fait des choses. Ce n'est pas moi qui ai causé le dommage, mais une chose qui m'appartient qui a causé le dommage. Malgré tout, j'en serai responsable. On verra les conditions. La responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. Encore une fois, l'engagement de la responsabilité du père et mère est conditionné au fait, bien sûr, que le fait dommageable soit réalisé par leur enfant. Et la responsabilité du fait des préposés. Alors, là, on parlera de la problématique des faits dommageables qui ont été réalisés par un salarié pendant l'exercice de ses fonctions. Donc voilà pour la responsabilité du fait d'autrui. D'accord ? Et le troisième type de responsabilité qu'on va pouvoir voir, c'est la responsabilité vis-à-vis des produits défectueux. J'en ferai vraiment une toute petite partie, puisque ce n'est pas forcément quelque chose de très, très, très important pour vous. Mais il y a une petite partie, notamment sur la responsabilité médicale, qui, je trouve, peut être intéressante pour vous. Et voilà l'ensemble des notions. Non, les animaux sont à part. Les animaux sont à part. J'en parle pas, parce que, très honnêtement, je vois mal un cas pratique. Je ne sais même pas si c'est dans votre cours. J'avoue honnêtement que la responsabilité du fait des animaux, on pourra en parler, hein, c'est très simple. Hein, à partir du moment où vous êtes le propriétaire d'un animal, vous êtes responsable des dommages qui sont causés par cet animal. D'accord ? Et de cela vraiment au sens très large. Ça peut être du dommage matériel, hein, un animal qui aurait détruit un objet, comme ça peut être du dommage corporel, c'est-à-dire des préjudices subis par une personne du fait de votre animal, ou même d'un autre animal. Voilà pour cela, mais ça peut être intéressant aussi de le regarder, mais il n'y a pas grand-chose non plus à voir là-dessus. Dans tous les cas, quelle que soit la responsabilité ou le type de responsabilité que vous engagez, le point de départ, c'est
l'existence d'un préjudice. Il n'y a pas de possibilité d'engager la responsabilité de quelqu'un sans préjudice, et cela, ça vaut dans tous les cas. Dans tous les cas de responsabilité. Il faut que la personne qui veut engager votre responsabilité puisse prouver qu'elle ait subi un préjudice. Le préjudice, il peut être corporel, il peut être moral, ou il peut être encore matériel, ou il peut être même affectif. Donc, ici, il faudra absolument démontrer dans chaque cas de responsabilité civile engagée l'existence d'un préjudice, et je dirais que c'est vraiment la chose essentielle à démontrer. On ne vous demande pas, encore une fois, de prouver qu'il y a un préjudice à partir du moment où, dans un exercice, on vous dit que telle personne a été blessée, par exemple, ou que telle personne a eu un bien détérioré. Vous partirez du postulat que la preuve est établie et que donc le préjudice obligatoirement est établi. Si vous arrivez à distinguer les différents types de préjudices, et ça c'est pas très compliqué, entre un préjudice physique et un dommage corporel et un dommage matériel, bon, a priori, vous devriez pouvoir faire la différence, et si vous arrivez même à être aussi précis que ça dans votre démonstration, ça ne pourrait être qu'à votre avantage. Commençons par la responsabilité civile du fait personnel. Vous devez apprendre la responsabilité civile du fait personnel, quelles sont les conditions requises. Ensuite, la méthodologie et éventuellement quels sont les cas d'exonération. Pour la partie responsabilité du fait personnel, 3 conditions sont requises. On en a déjà donné une tout à l'heure, c'est celle de l'existence d'un préjudice. Malgré tout, la première condition, c'est qu'il y ait un fait générateur, un fait dommageable. Il faut qu'il y ait une action, quelque chose qui a été fait ou pas fait, justement, de façon à ce qu'on puisse relier le fait dommageable ou encore la faute au préjudice. Et ça par ce qu'on appelle le lien de causalité. Donc 3 choses, un fait dommageable ou une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre le fait dommageable et la faute. C'est ce que vous devez dire dans votre majeur, dans la partie droit, quand vous résolvez un problème, quand vous résolvez un cas pratique. Vous devez dire la mise en œuvre de la responsabilité civile du fait personnel pour une personne est conditionnée à l'existence de 3 critères. Une faute ou un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Voilà, boum, vous devez dire ça, et ensuite, vous passez à la démonstration avec les faits. Ça, c'est pour la partie responsabilité civile délictuelle du fait personnel. Je vous rappelle que la faute n'a pas à être intentionnelle. Il y a très longtemps, on faisait la différence entre le délit et le quasi-délit, c'est-à-dire la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est inutile de prouver le caractère intentionnel de la faute. Une simple faute, même non intentionnelle, une imprudence, c'est une faute. Et pourtant, une imprudence est bien non intentionnelle. Donc, inutile d'aller sur ce terrain du délit et du quasi-délit. C'est inutile puisque aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Ça, c'était la responsabilité du fait personnel. C'est peut-être celle la plus simple à retenir, avec l'établissement de ces 3 conditions qui sont cumulatives. La deuxième responsabilité que nous allons étudier, c'est la responsabilité du fait des choses. Donc, quels sont les critères qui doivent être mis en avant pour pouvoir démontrer que, effectivement, je peux engager la responsabilité du fait des choses d'une personne. Quels sont les critères qui sont à retenir? D'abord, l'existence d'un préjudice. On le sait, c'est commun à toutes les responsabilités délictuelles. Ensuite, il faut que ce préjudice ait eu lieu à cause d'un objet. Quand on parle de chose, c'est bien un objet, c'est bien quelque chose qui a une réalité matérielle. À votre niveau, c'est ce qu'il faut retenir. Juste pour votre culture personnelle et pour la petite anecdote, les juges se sont interrogés sur la problématique du vent.
Est-ce que le vent est une chose? Ou encore sur la problématique de l'électricité. Est-ce que l'électricité est une chose? D'accord. On ne va pas rentrer dans le débat, ça ne nous intéresse pas, et de toute façon, je pense que si un cas pratique devait vous être soumis en responsabilité civile du fait des choses, ça sera à travers une chose qui est matérielle, palpable, tangible. Donc, il faut bien sûr, comme je l'ai dit, que cette chose soit l'objet du dommage, d'accord. Bien sûr, établir un lien de causalité entre la chose ou le fait de la chose et puis le préjudice subi, mais encore se pose le problème ce qu'on appelle le gardien de la chose. La responsabilité du fait des choses est fondée sur ce qu'on appelle la notion de garde. Qui est le gardien? Donc, qui est le gardien? Alors, c'est quoi qui est le gardien? C'est d'abord, par principe, le propriétaire d'une chose en est présumé être le gardien. Puisque c'est le gardien qui est responsable, et par principe, le propriétaire est gardien. Sauf dans certains cas. Quand le propriétaire a été dépossédé de cette chose, d'accord, qu'il ne l'a pas sous son contrôle. Il l'a prêté à quelqu'un ou on lui a volé, d'accord. Et donc, la garde se définit comme ceci, c'est celui qui en a le contrôle, la direction et qui peut la mettre en œuvre, d'accord. Contrôle, direction et mise en œuvre, d'accord. Donc, celui qui a le contrôle, la direction et la mise en œuvre de la chose est présumé être, enfin, est le gardien. Bon, ça peut être différent du propriétaire. Il faudra l'établir dans vos faits. Donc, concrètement, dans une copie, ce qu'on attend de voir en termes de droit, hein, je vous rappelle toujours que vos cas doivent être résolus en 3 parties, le droit, les faits, la conclusion. Ça, je l'ai déjà répété beaucoup et maintes fois. Si vous ne respectez pas ce syllogisme, vous perdez des points obligatoirement dans la méthode. Donc, en droit, on va pouvoir dire ceci. La responsabilité du fait des choses est fondée sur la notion de garde. Le gardien est le propriétaire présumé, à moins qu'il n'en ait pas la direction, l'usage et le contrôle. À partir de là, c'est effectivement la personne qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose qui sera le gardien. Première chose. Ensuite, il faut que la chose soit l'objet du dommage. Il faut qu'elle ait participé au dommage. Ensuite, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un préjudice qui soit établi et un lien de causalité entre le préjudice et puis le fait dommageable de la chose. À partir de ce moment-là, vous pouvez passer à votre cas d'espèce. En l'espèce, un bâton a été lancé sur la tête du petit Kevin. Il a été lancé ou un boomerang. Voilà. Il y a Monsieur X qui jouait au boomerang dans un parc. Il a lancé son boomerang. Son boomerang a heurté le visage d'un petit garçon. Les parents du petit garçon demandent réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle, mais laquelle? Ici, il faudra partir sur la responsabilité du fait des choses, puisque c'est bien le boomerang qui a causé le dommage. Qui avait la direction, l'usage et le contrôle de ce boomerang? C'est bien l'utilisateur qui en était peut-être le propriétaire, on ne sait pas, mais en tout cas, c'était bien Monsieur X qui a lancé ce boomerang. Donc c'est lui qui pourra être éventuellement responsable. On a déterminé que le boomerang était rentré en contact avec la tête du petit Martin, donc c'est bien l'objet qui a été la cause du dommage. On a déterminé aussi que le petit Martin souffrait d'une coupure, d'une fracture, de tout ce que vous voulez. On a déterminé qu'il y avait un préjudice. Il y a bien un lien de causalité entre le jet du boomerang et la blessure que le petit Thomas a eue. Par conséquent, toutes les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies. Monsieur X sera responsable. Alors, vous voyez comment j'ai vérifié toutes mes conditions. Il est important qu'on puisse comprendre dans votre copie que vous avez ce raisonnement. Vous avez donné des conditions au départ dans votre partie droit. Il est important que dans votre partie où vous allez dire les faits, que vous prouviez l'existence de chaque condition.
On a parlé de la garde dans le cas de mon boomerang, on a parlé du préjudice, on a parlé du lien de causalité, on a vraiment parlé de toutes les conditions qui permettent de dire à la fin, toutes les conditions sont réunies, par conséquent, M. X pourra être tenu responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, par exemple. Voilà pour la responsabilité du fait des choses. Passons sur la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. Quelles sont les conditions? Ce sera toujours la même chose. Hein. On cherche les conditions, vous apprenez vos conditions par cœur, ensuite vous les démontrez et ensuite vous concluez. La première condition, évidemment, c'est que ce soit l'enfant. C'est une évidence, d'accord? Mais je ne peux pas être responsable de l'enfant d'un autre. Et ça vous pose tout de suite la question de se dire, bah voilà, moi j'ai mon petit filleul qui est venu à la maison, d'accord? Ma sœur me l'a confié, il a 12 ans, d'accord? Et ce petit filleul jouait dans le jardin, et il a lancé une boule de pétanque par-dessus le mur, et ça a atterri sur le barbecue du voisin est cassé. Qui est responsable? Les parents, pas moi, d'accord? Pas moi. Alors, à la limite, s'il y avait une faute de surveillance de ma part, on pourrait rechercher ma responsabilité du fait personnel, mais ce n'est pas mon fils. Il n'y a pas de lien de filiation entre mon neveu et moi. Par conséquent, ici, mon voisin va pouvoir aller rechercher la responsabilité des parents. Voilà, par exemple, un exemple qui vous montre qu'il faut prouver effectivement un lien de filiation entre l'enfant et la personne vers qui on recherche la responsabilité du fait des pères et mères, des pères et mères du fait de leur enfant. Alors, encore une fois, on va devoir prouver donc, effectivement que c'est un enfant mineur de choses. C'est bien mon enfant, il est bien mineur, d'accord? C'est-à-dire que les parents ne sont pas responsables, évidemment, civilement, des faits des enfants majeurs. Donc, voilà, facile à déterminer, hein, ces deux premières conditions. Il faut qu'il y ait un fait générateur. Bon, l'enfant a lancé une boule de pétanque, dans mon cas présent, le fait est bien caractérisé. Ensuite, les autres conditions sont celles que l'on connaît, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur. Donc, une fois que vous avez démontré toutes ces conditions, vous pouvez dire qu'effectivement, la responsabilité des parents pourra être recherchée sur le fondement de la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. Dernier point, la responsabilité du commettant, c'est-à-dire de l'employé par rapport à son employeur, enfin plutôt la responsabilité de l'employeur des faits de son employé, de son salarié. Quelles sont les conditions? Encore une fois, il faut toujours passer par les conditions. Il faut qu'il y ait obligatoirement un lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Généralement, il est souvent facile à caractériser puisqu'il y a l'existence d'un contrat de travail. Donc, c'est bien mon salarié, il faut bien dire que ce soit mon salarié. Je ne peux pas être responsable des salariés des autres entreprises. Donc, l'existence d'un lien de subordination entre l'employé qui a commis une faute, d'accord, ou un fait dommageable, et l'employeur. Donc, le lien de subordination, on le caractérise généralement par l'existence du contrat de travail. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un fait générateur. Donc, le salarié, je ne sais pas, moi, il est en train de brancher l'électricité chez vous, l'électricien, et puis d'un seul coup, il a mal branché deux fils. S'il y a un dommage chez vous à cause de cette erreur, ce n'est pas l'électricien même qui sera responsable, ce sera son employeur. Donc, il faut qu'il y ait un fait, évidemment. Un fait qui soit à l'origine du dommage. Il faut encore une fois qu'il y ait un préjudice, comme d'habitude, un lien entre le préjudice et les faits. Mais une autre condition qui est requise, c'est que l'employé doit avoir agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. En général, ce n'est pas très compliqué. Évidemment, s'il est pendant les horaires de travail, en général, il va agir pendant l'exercice de ses fonctions. À partir de là, le salarié n'est pas du tout responsable, ce sera toujours l'employeur qui sera responsable. Donc, je répète, et je vais vous le faire à travers un exemple, je vous répète les conditions. Il faut qu'il y ait l'existence d'un lien de subordination entre l'employé et l'employeur. Il faut que il faut un fait générateur, d'accord? Il faut que ce fait ait eu lieu dans le cadre de l'exercice des fonctions de l'employé. Il faut que ce fait ait fait subir un préjudice à la victime.
ou à la partie lésée. Et il faut enfin un lien de causalité entre l'effet et, bien sûr, le préjudice. Voilà pour le principal à connaître, avec les conditions et comment caractériser ces conditions. Y a-t-il des questions déjà sur ce que je viens de dire, des précisions ou des répétitions à faire? C'est bon pour tout le monde? C'est bon, ça va? Pas de problème, tout le monde comprend? C'est super. Donc, nous allons pouvoir attaquer nos cas pratiques. Je parlerai des conditions d'exonération des responsabilités au fur et à mesure des cas pratiques. Alors, si vous voulez bien vous rendre sur votre net campus ou bien regarder votre écran, je vais ici le partager de façon à ce que ça soit plus facile. Présenter maintenant un onglet. Voilà, alors je vais essayer d'agrandir. Non, c'est dans l'autre sens, évidemment. Voilà pour notre premier cas pratique que l'on va devoir résoudre. Nous sommes samedi matin et monsieur Jean Blonblon, qui a décidé de se mettre une bonne fois pour toutes au sport, décide de se tenir à ses bonnes résolutions et de faire la course à pied. Au bout de 2 kilomètres, monsieur Jean Blonblon, fatigué, heurte une boîte aux lettres située à l'angle d'une rue en plein milieu du trottoir. Donc la boîte aux lettres, a priori, elle n'est pas forcément bien située. La boîte aux lettres a été installée à cet endroit par monsieur Pagentil, un voisin qui n'est pas du tout aimable et qui semble tout faire pour pouvoir nuire à son voisinage. Monsieur Jean Blonblon, en chutant, se casse l'épaule et, occupant actuellement un emploi de manutentionnaire, ne peut plus travailler pendant quelques mois. Quel recours peut-il exercer contre son voisin en réparation de ce préjudice? Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer, même s'il fait des erreurs? Je vais vous laisser réfléchir 2-3 minutes, d'accord? Peut-être poser sur le papier les conditions. Comment vous allez réussir à prouver que les conditions sont remplies? Et qu'est-ce que vous allez en conclure? Et puis, j'aimerais bien que quelqu'un puisse intervenir, même si vous faites des erreurs, c'est pas du tout un souci. Il ne faut pas hésiter à se lancer en respectant le droit, les faits et la conclusion, de façon à ce que je peux vous dire, là vous êtes plutôt bien, là, ça a été bon, mais ça n'a pas été bon. Il faut le tenter, hein, parce que si c'est moi qui fais tout, a priori, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Je vous laisse réfléchir 3-4 minutes, d'accord? Peut-être poser sur le papier quelques idées. Et après, n'hésitez pas à vous lancer. Vous serez les bienvenus.
C'est bon, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors moi, je pense que c'est la responsabilité du fait des choses, parce que certes, c'est pas vraiment la faute de Monsieur pas gentil, mais ça lui appartient, c'est sa boîte aux lettres. Donc c'est quand même lui, on va dire, qui est coupable, car c'est lui le propriétaire. Alors, votre raisonnement et votre conclusion est bonne. C'est Elodie, hein, c'est ça? C'est ça. Elodie, votre conclusion est bonne. Alors, par contre, votre mode de résolution, il ne va pas falloir bien sûr l'aborder comme ça, hein. Vous ne pouvez pas, dans votre copie, si vous êtes face à une situation comme celle-ci, vous ne pouvez pas dire c'est monsieur machin parce que. D'accord? Je vous rappelle, et c'est bien que vous soyez intervenu, Elodie, merci, que vous devez d'abord dire ce que vous savez de la responsabilité du fait des choses. D'accord? Ensuite, établir que toutes vos conditions sont bien réunies, et ensuite dire, effectivement, c'est la responsabilité de monsieur pas gentil. Donc, concrètement, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou est-ce que, Elodie, vous voulez rajouter des choses? Allez-y, hein, n'hésitez surtout pas. Moi, je voulais bien essayer de refaire la phrase de réponse. Allez-y, je vous écoute. On peut dire que ce qu'on sait de la responsabilité quasi. Bah, donc, du coup, là, ce sera pas qu'il n'y a plus de quasi délictuel, ni. On fait Non. plus ça, ok. Ça, La responsabilité délictuelle, on peut l'engager lorsque on va dire que la. Non, je commence d'abord par dire ce que je sais de ce qui s'est passé ou de ce que je sais de la du droit, responsabilité quasi du droit. délictuelle. Après, d'accord? C'est d'abord du droit, ce qui s'est passé, votre conclusion. D'accord. Donc là, je vais pouvoir engager la responsabilité délictuelle pour un comportement qui va être volontaire, entre guillemets. Enfin, là, je peux dire ça comme ça? Allez-y, 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 continuez. D'accord. Pour un comportement Je vous laisse. volontaire Ouais, de monsieur pas gentil ouais. qui a... Alors, non, là, elle est mal formulée, ma phrase. C'est pas grave, allez-y, hein. J'étais Continuez. partie sur la quasi délictuelle, du coup, là, ça me mélange un peu. Alors, même si vous voulez faire la différence, même si vous voulez dire qu'ici, il y a une faute, il y a un comportement qui n'est pas normal, d'accord? Vous pouvez, hein, vous pouvez. Ça n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Allez-y. Monsieur Blomblon peut engager la responsabilité délictuelle contre son voisin car il y a le fait que Monsieur pas gentil, il a placé son. Non mais là franchement j'y arrive pas, je suis désolée parce que moi ma phrase j'y arrive pas. Les mots ils veulent pas se placer là. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Merci de votre intervention. Quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Bah, je veux bien essayer. Je suis pas sûre de moi, mais je veux bien Mais c'est pas essayer. grave, c'est pas grave. C'est en essayant que vous allez faire des erreurs, évidemment, et que je Et, vais pouvoir vous dire, voilà, partez plutôt comme ça, partez plutôt comme ça. Et c'est d'accord. comme ça qu'on progresse, hein. Allez-y, Rosie, je vous écoute. Alors, en réalité, c'est la responsabilité du fait des choses qui peut être engagée, puisque auquel cas il y a l'existence d'un préjudice. Il faut qu'il y ait un objet en cause et que le propriétaire en ait le contrôle ou l'usage. Donc, en l'espèce, Monsieur Gentil a placé sa boîte aux lettres au milieu de la rue, qui a causé un préjudice à Monsieur Bonbon, qui s'est cassé l'épaule du fait de la mise en place de cette boîte aux lettres. Par conséquent, la responsabilité de Monsieur Pas Gentil est établie et donc il y aura un préjudice. Alors, c'est mieux. On y arrive petit à petit. D'accord? On y arrive petit à petit. Je vais. Alors, on sait que la responsabilité repose sur le risque que l'on fait courir, hein, par rapport. Il faut intervenir à l'oral, hein, vraiment. N'hésitez pas. Je sais que voilà, c'est pas super facile, mais il ne faut pas hésiter, Lucie. Alors, on sait que la responsabilité du fait des choses repose sur le risque que l'on fait courir aux autres par rapport à un objet que l'on possède. Or, M. Goun a placé sa boîte aux lettres sur le trottoir qui a baissé, donc cela relève de la responsabilité des choses. Ok. Alors, d'autres personnes veulent intervenir encore? Ou je vais faire un commentaire sur ce qu'a dit Rosie. On est déjà mieux, d'accord? Mais petite technique, d'accord? Petite technique dans votre première partie. Vous ne devez parler de, vous ne pouvez pas dire c'est la responsabilité du fait des choses. Parce que ce qu'on demande, c'est que vous donniez le droit, tout ce que vous savez du droit, et dans cette première partie, dans ce premier bloc, qui doit faire 3-4 lignes, hein, quand même, hein. Ça ne peut pas être qu'une phrase, puisqu'il y a plusieurs choses à dire.
il faut être pragmatique, d'accord? Quitte à y aller par tiret, d'accord? Quitte à dire la responsabilité du fait des choses demande la réunion de certaines conditions. Vous faites une phrase, vous faites des tirets pour vos conditions. Un, bien sûr, la mise en cause d'une chose. Deux, l'existence, comme on l'a dit, d'un préjudice. Trois, l'établissement du gardien de la chose. Il faut dire qui est le gardien de la chose, en sachant que la garde repose sur le principe du contrôle de la direction et de l'usage. Dernier point, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre effectivement le fait dommageable dû à la chose et puis le préjudice. Là-dedans, vous ne m'avez jamais entendu dire que c'était la responsabilité du chose, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas prouvé. Et vous ne m'avez pas entendu parler de faits. Vous ne m'avez pas entendu parler de M. Blonblon, de M. Pagentil, d'une boîte aux lettres. Je ne dois pas donner de choses qui se rapportent aux faits dans ma première partie. Donc, je viens de l'établir. D'accord ? Je viens de donner ce que je sais du droit. Maintenant, je vais démontrer que tout ce que j'ai dit avant, c'est bien dans mon cas présent. 1. Qui est le gardien ? Le gardien, c'est celui qui est le propriétaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Par présumé, d'entrée, c'est le propriétaire. Après, si ce n'est pas le propriétaire qui, au moment, était en possession de la chose, on se base sur la notion de garde, c'est-à-dire usage, direction et contrôle. Mais ici, on n'a pas besoin de passer par là, puisque le propriétaire est présumé gardien de la chose. Donc, par conséquent, qui est le propriétaire ? C'est M. Blonblon. Première chose que je viens d'établir. Deuxième chose, y a-t-il eu l'objet, est-il la cause du dommage ? Effectivement, c'est bien la boîte aux lettres qui est la cause du dommage, puisqu'il y a eu rencontre entre la boîte aux lettres et malheureusement parce que M. Blonblon s'est heurté à la boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres est bien en cause dans l'accident. Deuxième condition que je viens de démontrer. Troisième condition, il faut l'existence d'un préjudice. Et vous me dites, vous, M. Blonblon a subi un préjudice. Comment vous me le prouvez ça ? Monsieur Blonblon a été blessé, ce qui ici représente un dommage corporel. En plus, il va devoir s'arrêter de travailler. Il aura sans doute une perte financière. Par conséquent, Monsieur Blonblon a bien subi un préjudice. Vous ne pouvez pas dire Monsieur Blonblon a subi un préjudice. Comment vous me le prouvez ça ? Il faut pouvoir dire les choses, d'accord ? Donc Monsieur Blonblon a subi un préjudice parce qu'il est blessé et parce qu'il va perdre de l'argent à cause des mois d'arrêt à subir. Dernière chose, le lien de causalité, c'est bien parce qu'il est blessé qu'il va avoir ce préjudice. D'accord ? C'est bien parce qu'il y a eu contact avec la boîte aux lettres, accident avec la boîte aux lettres, qu'il est blessé et donc qu'il a subi ce préjudice. Donc le lien de causalité, encore une fois, il est réuni. Voilà, je viens de donner mes faits et ça ne prend pas une phrase. Vous ne pouvez pas dire « Ah bah ouais, monsieur… » c'est la boîte aux lettres de monsieur machin, donc il est blessé, donc c'est de la responsabilité du fait des choses. Vous aurez un quart des points. Il faut vraiment montrer que tout est dit, que tout est démontré. Seulement à la fin, vous pouvez dire, comme toutes les conditions sont réunies, alors monsieur Blonblon peut engager la responsabilité du fait des choses contre son voisin. Je peux reprendre le lien de causalité, oui, sans problème. Donc le lien de causalité, il faut qu'il y ait une relation entre le préjudice que j'ai subi et puis l'accident. D'accord ? Ici, la rencontre avec une boîte aux lettres. Donc c'est bien parce que j'ai chuté, il y a eu un accident avec la boîte aux lettres que je suis tombé et donc que j'ai un préjudice. Donc vous voyez que c'est bien parce que la boîte aux lettres était présente à l'endroit où elle ne devait pas être que je l'ai percuté et que je suis tombé et que je me suis fait mal à l'épaule et que de là, obligatoirement, donc on arrive à établir le lien de causalité entre les deux. Voilà pour ce premier cas. Donc n'oubliez pas mes consignes. Dans votre première partie, vous donnez vos conditions, quitte, si vous n'arrivez pas à les formuler par des phrases, quitte à mettre des tirets. Si on avait dû agir, et comme me l'avait proposé, alors peut-être c'était mademoiselle Fonfin, je crois, elle voulait partir sur la responsabilité du fait personnel, elle n'a pas tort. Il y avait deux façons d'aborder. Parce que monsieur Pagentil, est-ce qu'il a un comportement normal en plaçant sa boîte aux lettres au milieu
du trottoir. Et on sait que c'est pour embêter le monde qu'il fait ça. Donc ici, on pouvait aller sur deux points, deux plans, soit la responsabilité du fait des choses, et on retenait encore une fois la responsabilité de M. Gentil parce qu'il est propriétaire de la chose qui a causé le dommage, et qu'il y a bien un dommage, il y a bien un préjudice, il y a un lien de causalité entre les deux. Ou bien, on allait sur le terrain de la responsabilité du fait personnel. Celle-ci, elle est plus facile, puisqu'elle demande un fait dommageable, une force, un comportement qui a provoqué le dommage, d'accord, un préjudice et un lien de causalité. Ici, comment on pouvait l'établir? Donc, dans votre première partie, vous dites ce que vous connaissez de la responsabilité du fait personnel. Tout simplement, la responsabilité du fait personnel demande réunion de trois conditions. Un fait dommageable ou une faute, mais vous pouvez dire une faute, puisque là, on peut établir qu'il y a une faute. D'accord? Une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Je répète, la responsabilité du fait personnel peut être engagée à condition d'établir trois conditions. D'accord? Ou à condition de réunir trois conditions. La faute, le préjudice, le lien de causalité. En l'espèce, Monsieur Pagentil n'a pas un comportement normal. D'accord? Il sait bien de façon intentionnelle qu'il place, donc c'est une faute. Le préjudice, on l'avait établi, c'est celui qu'on a donné tout à l'heure, Monsieur Blonblon a subi un dommage corporel et il aura certainement un préjudice financier. Le lien de causalité, il est évident. Si Monsieur Pagentil n'avait pas fixé sa boîte aux lettres de façon à embêter son voisin, alors il ne l'aurait pas percuté. Par conséquent, la responsabilité du fait personnel peut être engagée parce que vous avez réuni vos trois conditions. Ça marche? Non, mais monsieur, quoi Oui. qu'il arrive, dans la question, on me demande quel recours au pluriel. Donc, je pense que les réponses attendues, c'était les deux. Non seulement le fait des choses, mais le fait personnel, puisqu'ils ont précisé qu'il embêtait son voisinage. Donc, en Oui, soi, oui, oui, pour... oui. Alors, ici, on pouvait aller sur les deux terrains. D'accord. Et la réponse attendue, c'est les deux aussi. Je vais tout de suite vous dire ça, parce que recours se met toujours avec un S, mademoiselle. Ah, d'accord. Donc, ce n'était pas Et forcément pour les deux. lequel? Mais on est en exercice ici. Non, mais lequel, je voulais dire. D'accord? Mais si, ah bah oui, il y a quel au pluriel. Par contre, là, vous Oui, avez raison. C'est pas sur le voilà. constat recours, par contre, c'est lequel. Effectivement, on attendait les deux. Vous avez raison pour lequel au pluriel. Allez, on va passer sur le deuxième cas. Pareil, je vais vous le laisser lire. D'accord? Et je vais vous demander éventuellement, là encore une fois, comment le cycliste qui a chuté peut-il engager la responsabilité et de qui il va engager la responsabilité. Je vous laisse le cas, pareil, je vous laisse 2-3 minutes et après, il ne faut pas hésiter à vous lancer.
Allez, on va lire ça ensemble, repérer les points qui sont importants. Marie est une jeune fille turbulente à qui il arrive souvent des péripéties. La dernière en date aurait pu coûter la vie à sa petite sœur. Lors d'une promenade avec sa mère, lors d'une promenade avec sa mère et cette dernière âgée de 8 mois, donc sa petite sœur a 8 mois, elle a supplié sa mère de tenir la poussette dans laquelle dormait le nourrisson. Alors que la petite famille abordait une descente vers un square, l'agitation de Marie a réveillé le bébé qui s'est mis à pleurer. C'est pourquoi sa mère a décidé de la prendre quelques minutes dans ses bras, pendant que Marie tenait encore la poussette. Mais l'aînée a été surprise par une amie qui l'appelait de l'autre côté de la route, et se retournant pour voir qui l'appelait, elle a malencontreusement lâché la poussette qui a dévalé la route vers le square en percutant un cycliste. Le cycliste a chuté, il s'est cassé la clavicule. On vous demande ici sur quel terrain on va pouvoir agir. Donc on voit tout de suite deux choses. Ah, c'est pas mal, la négligence, c'est pas mal. Effectivement, c'est un terrain sur lequel on va pouvoir aussi agir. Celui de la négligence de la maman. Mais avant celui-là, on va peut-être traiter celui de la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. Quelqu'un veut se lancer pour me dire les conditions, comment il va déterminer que les conditions sont bien réunies et la conclusion qu'il peut en tirer. Quelqu'un veut essayer sur la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. Allez, il faut vous lancer. Bon, allez, alors, il faut déjà l'autorité. Bah, allez-y, Majoline. Plutôt que de m'envoyer un message, là, il faut l'autorité parentale. Ah oui, je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Monsieur, j'ose pas parler devant tout le monde. Bon, allez, je vais le faire. Donc ici, la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant demande la réunion de 4 conditions. La première condition, enfin même de 5 conditions, excusez-moi. La première condition, il faut que le fait dommageable soit le fait de l'enfant, d'accord? Donc il y ait une relation entre l'enfant, le père et la mère, une relation, une filiation, d'accord? Ici, rien ne permet de mettre en doute que Marie est bien la fille de Madame X, d'accord? Ici, on ne sait pas le nom de sa mère, d'accord? Première condition réunie. Je vais les passer d'abord en revue, toutes ces conditions, et après je reviendrai sur les espèces. Deuxième condition, il faut que l'enfant soit mineur. Troisième condition, il faut un fait dommageable. Quatrième condition, il faut un préjudice. Cinquième condition, il faut un lien de causalité. Maintenant, voyons si toutes nos conditions sont réunies. Donc ici, rien ne permet de douter que Marie est bien la fille de sa mère. Première condition est réunie. On ne vous donne pas l'âge, mais a priori, c'est une jeune fille, donc on pourrait se dire qu'elle est bien mineure. Deuxième condition réunie. Le fait dommageable, il est lequel? Le fait d'avoir lâché la poussette, c'est bien l'action d'avoir lâché la poussette qui a provoqué l'accident. Hop, le fait dommageable réuni. Le préjudice, la victime a eu la clavicule cassée. Donc au minimum, on a un préjudice corporel, préjudice établi. C'est bien parce que la petite a lâché la poussette, que la poussette est rentrée en contact avec le cycliste, que le cycliste a chuté. Donc le lien de causalité est établi. À partir de là, la responsabilité de la mère peut être invoquée du fait de son enfant. Vous voyez comment j'ai fait, encore une fois. J'ai donné les conditions, j'ai vérifié que les conditions existaient bien en l'espèce, et enfin, j'ai donné ma conclusion en disant que c'était possible. C'était une première solution. Il y avait une autre solution. Celui d'aller sur le terrain de la faute. D'accord? Donc sur le terrain de la responsabilité
délictuelle du fait personnel. Bon, je vais le refaire. C'est un petit peu, je pense que c'était Fanta qui voulait mettre en avant la faute de la mère, l'imprudence. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, on peut aller aussi sur ce terrain-là. C'est-à-dire que ici, la responsabilité du fait personnel demande la réunion de 3 conditions: une faute ou un fait dommageable ou un fait générateur encore, un préjudice, un lien de causalité. En l'espèce, on peut dire que la mère a commis une faute d'imprudence en laissant la poussette à sa petite fille qu'elle sait turbulente. La faute est établie. Le préjudice, on l'a déjà dit, monsieur le cycliste qui a chuté a eu la clavicule cassée, donc au minimum un dommage corporel, le préjudice est établi, le lien de causalité, il découle de la faute. Hein. Si la maman n'avait pas été imprudente, elle n'aurait pas laissé la poussette, qui n'aurait pas dévalé et qui n'aurait pas causé le préjudice. Par conséquent, les 3 conditions étant réunies, la responsabilité du fait personnel pour faute de la mère peut être engagée. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, et là, elle était un peu plus costaud, c'était d'aller sur celui du fait des choses, puisque c'est bien la poussette qui a causé le dommage. Donc, en reprenant la démonstration que l'on a faite précédemment, on pouvait déterminer qu'il y avait la responsabilité de la mère, qui est le propriétaire, d'accord, de la poussette. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu un prêt à long terme. Donc, la mère reste la gardienne de la poussette parce qu'elle en est la propriétaire. La poussette étant l'objet du dommage, on pouvait aller sur celui aussi de la responsabilité du fait des choses. Dernier petit cas. Excusez-moi, j'ai une question. Bien sûr. Du coup, dans un cas comme celui-ci, dans le cadre de l'examen, est-ce qu'une des 3 options suffit ou il faudra donner les 3? Pour le cycliste alors, on vous dira, d'accord. On vous dira, donner une solution. On peut pas, sauf si vous n'avez que ce cas-là à faire dans une partie, d'accord. On vous dira, est-ce que la responsabilité du fait personnel peut être engagée? Ou on vous dira, donner une solution possible. En tout cas, on vous indiquera si on attend toutes les solutions ou si on n'attend qu'une solution possible. D'accord? Alors, Fanta, vous me dites le cycliste. Bah quoi, pauvre cycliste qui. Non, lorsque vous parlez qu'on engage la responsabilité du fait des choses pour la poussette et du coup pour la mère qui est la responsable, qui est la propriétaire de la poussette, vous parlez par rapport au bébé qui a chuté, qui s'est cassé la clavicule encore ou par rapport au cycliste du coup? Mais le bébé, il est toujours dans les bras de la maman. Hein, je vous rassure, il ne lui est rien arrivé au bébé. C'est le cycliste qui s'est cassé la clavicule. Voilà. Donc depuis tout à l'heure, on parle du cycliste. Ok, d'accord. Le bébé va très bien, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. La victime, c'est le cycliste. D'accord, non mais depuis tout à l'heure, je pensais qu'on parlait du bébé, mais bon, c'est pas grave. Oh, bah, le bébé, pauvre Pas bébé. bien, tant mieux. Oui, tant mieux. Allez, on regarde rapidement ce dernier cas. Non, on ne va pas le regarder. Je vais vous demander de le préparer. D'accord? Je vais vous demander de le préparer pour notre prochaine séance. Je ne sais pas si c'est après-demain ou vendredi. Je vais vous demander de le préparer sérieusement et j'interrogerai une ou 2 personnes parmi vous. Alors, soyez là. Il n'y aura pas de notes, je vous rassure. D'accord? Mais je veux que vous l'écriviez. Comme ça, vous allez pouvoir me le lire et je vais voir à peu près où vous en êtes dans votre résolution. D'accord? Pour ce dernier cas, ça évitera de le faire trop vite. Voilà, ça évitera de le faire trop vite et regardez un petit peu ce qui se passe. On va juste le lire, puisqu'il nous reste 2 minutes. Là, on va le lire. Donc, un bel après-midi d'août, M. Félix sera à la plage, blabla, arborant son plus maillot de bain. On s'en fiche, il s'exhibe, blablabla, tremplin, vélo. Il entreprend de sauter depuis un plongeoir incliné qu'il sait pertinemment que les eaux sont peu profondes. D'accord? N'écoutant que son courage, M. Félix saute et malheureusement se casse le bras. Il demande à voir l'exploitant, donc il reproche au propriétaire de la plage, à celui qui exploite la plage,
l'accident. L'exploitant qui lui dit, ben oui, mais c'est pas moi qui suis responsable, d'accord. Répète également à plusieurs reprises que il dit, c'est pas l'établissement, c'est pas moi qui est responsable. Donc, c'est pas l'employeur ici qui est responsable. Il invite Monsieur Félix à se retourner contre son employé, qui normalement était tenu de surveiller le plongeoir. Donc, Monsieur Félix vous demande s'il peut rechercher la responsabilité de l'employé sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Bon, a priori, ça va me sembler un peu difficile, d'accord. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas cette solution-là qu'il faut envisager, essayez de conseiller M. Félix au mieux, de façon à ce que son préjudice soit réparé et éventuellement regarder s'il n'y a pas des causes d'exonération, c'est-à-dire si M. Félix il n'est pas un petit peu responsable aussi. Il faut aller sur ces 2 ou 3 pistes-là. Je vous demande vraiment de le préparer, hein, d'accord. Y a-t-il des questions? Pas de questions, c'est clair pour tout le monde? C'est parfait. N'oubliez pas d'essayer de revenir vers moi pour les thèmes que vous voudriez encore réviser. Ou sinon, c'est moi qui les choisirai. Voilà. Ça marche pour tout le monde? Bon, allez. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Ciao à tous. Au revoir, merci. Au revoir.